Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Gouvernance, approche territoriale et peuples autochtones. Pedro García Hierro. En matière de reconstruction, de légalisation et de propriété de leur territoire, le chemin parcouru par les communautés d'Amazonie, les peuples autochtones et leurs organisations est appréciable. Les générations autochtones du dernier demi-siècle ont joué un rôle qui se révélera sans doute crucial pour la survie de leur peuple, en dépit des altérations et des pertes qu'elles ont été contraintes d'accepter, ainsi que des erreurs auxquelles elles ont pu contribuer. Pour ceux qui considèrent la forêt comme un cadre de vie, les territoires autochtones amazoniens sont perçus favorablement. Pour ceux qui sont d'un avis contraire et qui n'ont constamment vu dans l'Amazonie qu'une source inépuisable de matières premières, ces territoires représentent un obstacle et un casse-tête. En termes légaux, les terres autochtones ont obtenu un statut constitutionnel et dans certains cas sont même considérés comme des territoires. Les pays de la région se définissent dorénavant comme multiethniques et pluriculturels. Les constitutions de l'Équateur et de la Bolivie font ainsi place à la notion de peuple autochtone comme catégorie juridique. Une proposition à cet effet a été favorablement accueillie lors du processus de révision constitutionnelle et juridique au Pérou. En Équateur, comme en Colombie, la Cour constitutionnelle s'est prononcée sur les droits territoriaux de certains peuples autochtones et est allée jusqu'à protéger ces droits contre des entreprises multinationales. Bien que l'on ne puisse en tirer une règle générale, il est bon de le noter dans le cadre d'une évaluation des résultats atteints. Presque tous les pays voient se multiplier les initiatives et propositions d'ordre juridique en relation avec les questions territoriales. L'implication des organisations autochtones dans le processus de délimitation de leur territoire s'accentue, que ce soit sous la forme d'un accord politique, comme en Bolivie, de procédures administratives, comme au Pérou, ou d'une mobilisation sociale, comme en Équateur. À l'exception de la Bolivie, les territoires légalisés atteignent progressivement les objectifs avancés par les mouvements autochtones dans chaque pays andin. Dans un bon nombre de cas, ces territoires remplissent aujourd'hui les conditions nécessaires, en termes de taille et de ressources, pour permettre de définir un projet de vie, sous réserve que les décisions de court terme n'accélèrent pas une dégradation qui pourrait se révéler irréversible. Les organisations représentatives ont été, à l'origine, établies comme des outils de relations publiques dont le but principal était de créer un espace politique et légal, capable de satisfaire les revendications autochtones, revendications prioritairement territoriales. Ces peuples qui ont réussi à légaliser et à prendre le contrôle d'un territoire qu'ils croient adapté à leurs besoins, cherchent maintenant à définir et mettre en œuvre un nouveau thème, pour l'étape suivante du processus, tout en conservant l'importante, mais subsidiaire, fonction de leurs organisations politiques et représentatives. Établissement de titres territoriaux au Pérou. Cliché, Alejandro Parellada. La question du peuple émerge donc comme le nouveau point focal pour construire l'avenir. La question du territoire a été non seulement un puissant moteur de la mobilisation autochtone, mais aussi un terrain fertile pour d'autres revendications. L'enjeu du territoire s'est articulé à de multiples autres. Les questions de culture, d'éducation, de propriété intellectuelle, de spiritualité, d'administration de la justice, de gouvernement et d'autodétermination interne, d'économie, de bien-être, de la réforme de l'État, de la gestion territoriale et du développement, de la participation politique, du marché et de nombreux autres ont été stimulés par les revendications territoriales. Des problèmes non résolus. Récapituler les problèmes posés par la question territoriale des peuples autochtones d'Amazonie n'est pas une tâche aisée. On peut cependant souligner quelques enjeux rendus des plus problématiques par la situation actuelle. La reconnaissance légale des terres. Il reste encore un grand nombre de terres et de territoires autochtones non légalement reconnus. En Bolivie, le processus est encore balbutiant. Au Pérou, les communautés sont physiquement séparées par des espaces qui apparaissent comme des solutions de continuité dans leur territoire. Un processus ambitieux d'extension devra être soutenu pour garantir que les zones territoriales seront confortées aussi vite que possible. La procédure de reconnaissance légale des terres que préfèrent les peuples autochtones
correspond à la méthode territoriale d'attribution de titres de propriété. Cependant, le seul pays à avoir assuré la légalisation de cette façon, la Bolivie avec les Tierra Comunitaria de Origen TCOS, terres communautaires d'origine, l'applique de manière limitée et les résultats espérés n'ont pas été obtenus. L'équipe de terrain de l'AIDESEP, région d'Ucayali. Cliché, Alejandro Parellada. Réglementation. En premier lieu, il faut noter qu'il existe de nombreuses variantes sur le chemin qui mène des constitutions aux lois sur les territoires autochtones en passant par les lois ordinaires, les normes locales et les décisions administratives. Cela signifie que la forme prise, en définitive, par un territoire autochtone s'explique souvent mieux par le jeu des marchandages que par la logique territoriale. Les peuples autochtones devraient donc disposer de mécanismes légaux, leur permettant de réorganiser leur territoire reconnu selon leur propre rationalité. Les procédures de reconnaissance légale sont en général inutilement complexes, longues et coûteuses. Elles sont facilement mises en péril par la chicane administrative et juridique. Les critères du Code civil utilisés pour évaluer les droits préexistants n'étant pas appliqués impartialement, des critères pluriculturels seraient nécessaires. Faire passer la question des terres autochtones sous le régime du droit général ne va pas sans poser de sérieux problèmes. Le pouvoir judiciaire adopte une attitude pleine de préjugés, et les tribunaux sont de fait inaccessibles aux organisations sociales autochtones pour des raisons multiples. Il reste toujours essentiel que les territoires autochtones soient dotés de dispositions légales qui permettent leur protection et leur gestion. Les clauses d'imprescriptibilité, d'insaisissabilité et d'inaliénabilité sont classiques. Mais il en est d'autres qui pourraient renforcer l'intégrité territoriale. Quant à l'exclusivité du pouvoir de décision des autochtones en matière d'usage des sols, l'exercice de leurs droits territoriaux devrait être assorti de l'autonomie dans toutes ses dimensions concrètes, en particulier les droits de réglementation, de juridiction, d'exclusion ou d'inclusion, de contracter et de consultation préalable. Les procédures de réversion et de récupération de terres ne sont prévues par aucune des législations, alors qu'elles sont absolument nécessaires dans de nombreux cas pour restaurer l'intégrité des territoires mis à mal depuis quelques années par des actions illégales ou violentes. Registre foncier et cadastre. Prendre en compte la dimension technique des outils qui permettent d'établir la propriété autochtone et rendre possible son intégration dans les registres fonciers usuels et le système cadastral est essentiel. De nombreuses cartes sont imprécises, les références de la grande majorité de celles-ci sont déficientes et beaucoup se chevauchent. Les cartes d'ensemble existantes révèlent des incohérences insoupçonnées d'une importance cruciale, par exemple la non-cartographie d'espaces censés être déjà reconnus, qui se révéleront quand les technologies adaptées seront rendues disponibles. Les archives sont souvent incomplètes, perdues ou endommagées, et la conservation du registre foncier négligée. Ces éléments doivent être pris en compte, car ils seront préoccupants quand la propriété autochtone sera confrontée à des recours déposés par des tierces parties. La révision technique des plans et des rapports, dans une optique cadastrale et foncière, est une tâche primordiale. Elle exige que soient développées des procédures adaptées de manière à éviter des réexamens de délimitation, pouvant se traduire par de nouveaux conflits. Il y a un besoin urgent à reconstruire, réorganiser et mettre en ordre les dossiers fonciers des communautés et des peuples. Des archives performantes, placées sous la responsabilité d'organisations dotées d'outils techniques appropriés, sont essentielles pour la protection et la planification territoriale. Protection. Le problème le plus grave reste le manque de ressources suffisantes pour garantir efficacement la protection légale des territoires autochtones. Très peu de peuples autochtones jouissent de l'environnement pacifique nécessaire à des décisions stables et à long terme de gestion du territoire. Le conflit est la règle générale. À la différence d'autres propriétaires ou usagers, les communautés et peuples autochtones ne peuvent compter que sur leurs propres initiatives pour assurer la protection de leurs terres. Les préjugés des responsables publics et des juges, l'éloignement et dans certains cas, parti pris de l'appareil d'État local facilitent quand il n'y pousse pas, le mépris manifesté à l'égard des droits autochtones par les colons, forestiers ou autres agents économiques. Une conception coloniale sous-jacente selon laquelle des pionniers conquièrent de nouvelles terres infestées d'Indiens,
reste présent. Les peuples et communautés autochtones qui portent leurs différends devant les tribunaux, au prix de grandes tensions internes et de dépenses considérables, finissent en général par être déçus des résultats obtenus. Chez les Aguaramas du Pérou septentrional, l'expulsion en application d'une décision de justice favorable, de colons installés illégalement, s'est traduite à 2 reprises par des actes de violence nécessitant une intervention de la police, pourtant venue garantir l'exécution de cette décision. Fréquemment, les autochtones ne reçoivent comme message que celui de leur exclusion officielle de la protection des lois. Colonisation. Un problème sérieux réside dans la concurrence farouche pour les terres d'Amazonie et leurs ressources, ainsi que dans les risques que cette concurrence fait courir à un environnement écologiquement vulnérable. On constate dans toute la région que la question agraire de la zone s'est largement déplacée vers l'Est, avec un haut niveau de conflit. Les problèmes sociaux sont complexes et peuvent prendre un caractère violent, en raison de conflits entre autochtones, colons déjà installés et nouveaux migrants. Compte tenu des programmes d'ajustement économique, de la concentration de la propriété agricole, de la situation actuelle de l'agriculture andine, de la croissance démographique et de la baisse systématique de l'emploi urbain, il est peu probable que ce mouvement vers l'Est se ralentisse, bien au contraire. Bien que les États subissent une pression extérieure pour octroyer des terres aux communautés et peuples autochtones, ils ne planifient pas réellement l'occupation de l'Amazonie, mais favorisent plutôt des projets de colonisation et d'exploitations extractives. Cela signifie que l'attention qu'ils portent aux questions territoriales autochtones se réduit souvent à un souci manifesté a posteriori devant des faits accomplis. Dans certains cas, comme au Pérou, la colonisation a été encouragée par des dépenses considérables. Le poids économique de la région s'accroît et les principales ressources budgétaires de certains pays, comme l'Équateur, dépendent du pétrole amazonien. La Bolivie et le Pérou ont doublé la surface des terres mises en production depuis l'expansion vers l'Est. Sur le plan budgétaire, la coca est un élément important des économies nationales. Bien qu'il y ait une coordination économique locale, ces processus s'accélèrent et l'économie vieillit prématurément. Dans l'Amazonie péruvienne, de nombreuses personnes sont passées de l'abondance à la pénurie en une seule génération. La concentration urbaine et la multiplication des bidonvilles sont des phénomènes plus que jamais d'actualité. La mendicité augmente et les habitants du grenier amazonien en sont réduits à importer de la nourriture pour survivre. La capacité physique de la terre, facteur limitant le plus évident en Amazonie, pourrait bien être proche de son point de rupture. La complexité croissante de l'économie est sans doute une bombe à retardement. On est en train de tuer la poule aux œufs d'or. En résumé, l'Amazonie n'est plus depuis un certain temps la terre des seuls autochtones. Les données officielles montrent que, globalement, ils en constituent même une minorité. Beaucoup de gens sont aujourd'hui intéressés par les terres amazoniennes, et le problème principal des peuples autochtones est la préservation de leur territoire au milieu de cette compétition générale. Il leur faut tenir compte des autres secteurs avec lesquels ils partagent la région, non seulement au moment de la délimitation et de la reconnaissance légale de leur territoire, mais ultérieurement, dans leurs projets. Il ne sera sans doute pas facile de surmonter ces divergences. Dans des pays comme le Pérou, il est peu vraisemblable qu'à court terme des alliances puissent être conclues. Il n'est cependant pas constructif de vivre dans une confrontation continuelle. Un terrain d'entente devra être trouvé afin que les groupes qui cherchent à s'installer et les populations autochtones puissent tirer un avantage mutuel de leur coexistence, ou à tout le moins, ne pas vivre dans un état d'hostilité permanente. Chaos officiel. Les programmes d'installation de colons, mal organisés comme dans le cas péruvien, bricolés à partir d'interventions qui initialement avaient d'autres finalités, comme en Équateur celle de soutenir l'industrie pétrolière ou de favoriser des groupes influents à l'image de la colonisation inadaptée de la région de Santa Cruz en Bolivie, ont enclenché des dérives si graves qu'ils sont dorénavant au-delà de toute possibilité de contrôle par l'État. La complexité de départ a dépassé les capacités de gestion étatiques, et dans certains cas, ce sont les collectivités locales, incluant les fonctionnaires, mais agissant pour le compte de ces dernières, qui l'ont emporté en se substituant à l'État. Dans d'autres,
Ce sont les forces sociales organisées, les mafias délinquantes ou tout simplement des mercenaires appartenant à la pègre qui pilotent les politiques locales. Ressources renouvelables. La conquête de l'Amazonie a détruit le socle des ressources, parfois irréversiblement. Celles des forêts ont été livrées au capital, grand et moyen, qui opère à son gré, en toute impunité. La surimposition légale ou tolérée de droits d'exploitation forestière sur les droits territoriaux autochtones est une constante dans les conflits amazoniens. La puissance de ce secteur ne se limite pas à la seule exploitation des ressources, et il est prêt à tout pour liquider les bois précieux d'Amazonie. De nombreux experts en sont venus à penser qu'il faudra attendre la disparition de l'acajou et du cèdre avant que l'on puisse sérieusement parler d'une gestion forestière autochtone. Nous sommes beaucoup plus proches de ce point de non-retour que l'on pourrait imaginer. Ce sont ces concessions et réserves forestières qui constituent l'obstacle principal à une véritable territorialité autochtone. Le front d'exploitation forestière favorise de plus, en toute logique, une colonisation ultérieure. Ressources non renouvelables. Pour les 3 pays de la région, les concessions pétrolières englobent une proportion appréciable de l'Amazonie, les concessions minières, plus réduites, étant plus dispersées. Tous ces quadrillages qui s'imposent aux terres autochtones génèrent des conflits latents et souvent ouverts. En dépit de l'abondance des promesses, il n'est pas un seul cas prouvé où un peuple autochtone soit sorti indemne d'une confrontation avec une concession, aussi limitée soit-elle. Continuer à fermer les yeux sur le dossier Texaco en Équateur, ou sur celui plus récent, du peuple nanti dans l'Urumbumba péruvien est franchement immoral. Les liens entre la présence des bases pétrolières et la mortalité due à l'hépatite B parmi les membres de la communauté Kandoshi dans le Pastaza au Pérou ne peuvent être passés sous silence. Des peuples comme les Achuar ou les Quechua au Pérou et en Équateur sont en conflit depuis plus de 10 ans avec les compagnies pétrolières. Quelques jugements constitutionnels, en Colombie et en Équateur, pourrait signifier que nous devons nous faire à l'idée que l'acceptation automatique de la présence des compagnies pétrolières n'est plus une question taboue et que la règle devrait être inversée. Une concession ne devrait pas être accordée sans que la preuve de la totale sécurité des autochtones et de leur patrimoine soit apportée et bien sûr, leur consentement préalable vérifié. Au Pérou, en Bolivie et en Équateur, des procédures ont été instituées pour réguler ces activités extractives lorsqu'elles se déroulent en territoire autochtone. À l'expérience, le bilan est plus que décevant pour les organisations autochtones. Tant que l'interférence avec l'autonomie autochtone sera considérée comme inévitable par principe, il sera vain de parler de gestion territoriale autrement qu'en termes symboliques. Les visées des multinationales sont focalisées sur l'exploitation d'une grande partie des ressources naturelles et définissent des conditions particulières à leurs investissements. La modernisation selon les canons de la doctrine libérale est un cadre tout à fait approprié pour ces exigences. Toutefois, les gouvernements sont déchirés entre les demandes des organisations internationales environnementales qui ont conquis une indéniable influence politique, et l'indulgence à l'égard des multinationales, qui les rendent complices de catastrophes écologiques. Leur dépendance à l'égard de ces entreprises les place dans une situation difficile. Les peuples autochtones réussiront sans doute à mettre de nombreuses multinationales pétrolières au banc des accusés devant des cours internationales pour crimes contre l'humanité, mais il semble qu'il faille attendre qu'il soit trop tard pour réparer les dommages subis. L'ordre du jour international et les territoires autochtones. De nombreux programmes de légalisation de droits fonciers sont reliés aux objectifs de l'ordre du jour international, notamment la réduction de la pauvreté ainsi que la libéralisation et la revitalisation du marché foncier. Alors que l'identité autochtone a dû s'imposer contre des connotations historiques défavorables, une nouvelle assignation identitaire devient de plus en plus prégnante. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.